Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session Horizon. Je suis Anne Forêt du laboratoire d'optique et biosciences, là c'est bon maintenant. Et je préside ce club avec Sylvain Gigon. Et l'idée de ces sessions Horizon, c'est d'organiser des sessions avec des formats longs et pédagogiques sur des thèmes qui nous ont semblé intéressants. Et on a le plaisir d'accueillir pour ce premier exposé Juliette Brantenet du laboratoire de l'éthique de l'ENS. Merci. Donc, merci tout d'abord, merci à Adeline et Sylvain pour cette invitation. Je suis ravie aujourd'hui de vous présenter un horizon des technologies terrestres. C'est comme c'est très très vaste. Donc il y a 3 talks pour cette session. Moi, je vais me concentrer sur la spectroscopie dans le domaine terahertz, dans le domaine temporel, qui est un outil très très utilisé dans le domaine terahertz. Alors brièvement une introduction sur les ondes terahertz. Juste pour donner des ordres de grandeur, à 1 THz correspond à une longueur d'onde très grande, de 300 microns, et une très faible énergie des photons de quelques milliélectronvolts. Et ça, finalement, ça donne des propriétés assez intéressantes au rayonnement terahertz, à la fois pour les applications et pour la physique fondamentale. Alors, j'en liste quelques-unes. Pour les applications, on voit sur ces petites vidéos que les ondes terahertz sont capables d'exciter des modes de vibration globale de la molécule, alors que les ondes optiques, c'est juste quelques atomes qui sont mis en jeu. Donc c'est complémentaire ce qu'on va pouvoir sonder avec les ondes terahertz par rapport au domaine optique. Les photons terahertz, ils passent à travers de nombreux matériaux comme les tissus, le bois, et comme leur énergie des photons est très petite, ils sont non ionisants, et donc évidemment ça ouvre la voie aux applications en sécurité. Une autre application qui est très en cours en ce moment, c'est les télécommunications sans fil. Il y a des fenêtres de transparence de l'atmosphère qui sont très bonnes dans le terahertz. Par exemple, notamment à 300 GHz aujourd'hui, il y a beaucoup de développement. Et pourquoi c'est particulièrement intéressant, c'est qu'il y a une bande passante qui est entièrement disponible pour faire ces échanges d'informations. En astronomie, il y a beaucoup d'applications aussi puisque l'univers est froid et donc le pic d'émission du corps noir d'une grande partie de l'univers se situe dans le terahertz, comme par exemple le milieu interstellaire qui donne beaucoup d'informations sur la naissance de l'univers. Sur l'aspect plus fondamental, il y a de nombreux processus élémentaires qui impliquent des interactions entre les quasi-particules de type électron, phonon, spin, qui mettent en jeu des très petites énergies, et donc le rayonnement terrestre va agir comme une sonde directe ou une excitation directe de ces processus élémentaires. Et c'est assez complémentaire avec ce qu'il y a par exemple dans l'optique. Si on veut sonder les résonances phonons, on va avoir recours à la spectroscopie Raman, et ça va être une mesure indirecte par un décalage de fréquence. Alors, malgré tout ça, la technologie terrestre reste relativement en retrait par rapport aux technologies voisines, optiques et électroniques. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées ces dernières années. Vous allez le voir, on peut trouver beaucoup de produits commerciaux. Mais pour illustrer un petit peu ce retard qu'a la technologie terrestre par rapport aux autres, je présente ici la puissance d'émission des sources en fonction de la fréquence. Et on voit que ça soit du côté de l'électronique ou du côté de l'optique, l'efficacité d'émission chute quand on s'approche dans le domaine terahertz. Donc, il y a des approches un peu différentes qui sont mises en œuvre, comme les lasers à cascade quantique, qui donnent des bonnes performances, mais qui nécessitent encore aujourd'hui d'être refroidis. Et ce qui fait qu'on n'a pas aujourd'hui vraiment de sources terahertz très compactes ou de détecteurs très sensibles qui soient compacts. Et une illustration de ça, c'est l'équivalent de la diode laser semi-conductrice. Aujourd'hui, elle n'existe pas aux fréquences terahertz. Alors ça crée donc toute une motivation pour la recherche, pour soit améliorer les performances
des dispositifs qui existent aujourd'hui, soit d'explorer des nouveaux matériaux. Il y a beaucoup d'études, par exemple dans les matériaux 2D, les TMD, le graphène, pour voir s'ils peuvent avoir des propriétés optiques intéressantes pour en faire des couches actives pour les sources et les détecteurs terahertz. Et il y a aussi des nouveaux concepts qui émergent régulièrement. Donc, en ce moment, il y a les émetteurs spintroniques qui sont beaucoup d'actualité. Donc, c'est des sources terahertz qui ont des propriétés très intéressantes. Mais il y a aussi des concepts plus originaux, comme par exemple la démonstration récente d'un émetteur terahertz cyclotron. Alors, évidemment, comme dans tous les domaines, la spectroscopie, ça va être un outil très important pour mener des études fondamentales et pour les applications. Et donc, une technique que vous connaissez tous très bien, qui est le spectromètre à transformer de Fourier, basé sur un interféromètre de Michelson, qui est très utilisé dans le moyen infrarouge, qui marche très très bien. Et en fait, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cet outil dans le domaine terahertz? Et en fait, il est nettement moins performant quand on va dans le domaine terahertz. Il y a deux raisons principales à ça. C'est que déjà, c'est basé sur une source thermique et le rayonnement du corps noir, il diminue quand on va aux fréquences terahertz. Et aussi, comme on n'a pas de détecteur très sensible, pour faire des mesures avec une bonne dynamique, on va avoir recours à un bolomètre à hélium liquide, donc ça rend la manip beaucoup moins plug and play. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une autre technique qui est très très déployée dans le domaine de fréquences terahertz, qui est la spectroscopie dans le domaine temporel. Donc brièvement, d'un point de vue général, c'est une technique de spectroscopie dans laquelle on va sonder la matière en utilisant des impulsions ultra courtes de rayonnement terahertz. Donc en fait, on part d'un laser qui délivre des impulsions optiques. On le sépare en deux voies. Il y a une voie qui vient comme un convertisseur optique terahertz pour rayonner un champ terahertz qui va passer à travers un échantillon. Et puis il y a une autre partie, l'autre partie du faisceau optique qui va servir de sonde et qui va interagir dans un détecteur au même moment que l'impulsion terahertz qui se sera propagée à travers l'échantillon pour finalement mesurer le champ terahertz après sa propagation dans un échantillon. Donc je vais commencer, donc on va rentrer un peu dans le détail de cette technique de mesure. Je vais commencer par vous présenter un peu ces émetteurs terahertz. Donc d'un point de vue très général, l'idée c'est de partir du rayonnement d'un champ électrique en champ lointain, en partant des équations de Maxwell. On sait que ça va être, le rayonnement va être induit par un transitoire de courant de surface. Et si on veut que le champ rayonné soit dans la gamme de fréquences terahertz, on a besoin que ce transitoire de courant soit de l'ordre de la picoseconde, ce qui fait un transitoire de courant très très court. Et donc, pour générer un tel courant, on a recours assez naturellement à des impulsions optiques très courtes et on va trouver des milieux qui vont nous permettre de convertir un petit peu ces impulsions optiques très courtes en impulsions de courant. Donc, quelques mots sur les courants de surface. Donc, il y a plusieurs types de courants de surface qui peuvent exister. On peut les classer en deux catégories principales. Donc, la première, c'est le courant de conduction qui est porté par des charges libres et le courant de déplacement qui est porté par des électrons liés au noyau et qui fait appel aux ordres de polarisation et d'aimantation, les ordres linéaires et non linéaires. Donc, un émetteur extrêmement déployé dans la spectroscopie terahertz, c'est l'antenne photoconductrice. Alors, le principe est extrêmement simple. On a un semi-conducteur, on a deux électrodes, on applique une tension qui permet de créer un champ statique d'essai. Et avec une impulsion optique, dont l'énergie des photons est supérieure à la bande interdite, on va créer des photoporteurs qui vont être accélérés par le champ électrique statique. Et donc ça va conduire le courant, comme on peut voir ici. Et si dans le semi-conducteur, par exemple, on introduit beaucoup de défauts, ces porteurs hors d'équilibre vont être capturés très très rapidement par des processus non radiatifs et on va avoir le courant qui revient
à 0 avec un transitoire extrêmement court qui va permettre le rayonnement d'un champ terahertz en champ lointain. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la puissance terahertz dépend de la mobilité des porteurs dans le matériau semi-conducteur, la puissance absorbée, donc on va dire l'efficacité d'absorption des photons, et le temps de vie des porteurs. Et c'est ces trois paramètres qui vont définir si un matériau semi-conducteur est adapté ou pas pour réaliser la couche active d'antennes photoconductrices. Actuellement, l'essentiel des matériaux utilisés sont en GAS, en arsenure de gallium, épitaxie à basse température pour avoir des niveaux de défaut, et ça correspond, disons, la bande interdite est adaptée à des impulsions optiques autour de 800 nanomètres, qui correspond au laser femtoseconde très déployé. Donc, on voit qu'avec ces antennes, on est capable de générer des transitoires de courant très rapides, des spectres extrêmement larges, plus que 15 THz ici. Et en fait, pour vous dire que la technologie est mature, c'est qu'on peut en acheter facilement dans le commerce, chez Thorlabs, chez Menlo. Et malgré ces produits, il y a encore de la recherche qui existe pour essayer de trouver des nouveaux matériaux pour accompagner l'évolution, par exemple, des longueurs d'onde des lasers. Donc, avec l'enjeu de trouver des matériaux qui ont une bonne mobilité, des temps de vie courts pour les porteurs. Il y a aussi des études qui jouent sur le design des électrodes pour faire des champs électriques intenses et permettre de sonder des effets non linéaires dans la matière. L'autre approche très déployée pour faire de l'émission terahertz, c'est la rectification optique dans un cristal non linéaire. Donc on voit que si on a une impulsion très courte, on peut avoir un spectre large. Donc, par exemple, actuellement, on a facilement avec les lasers à impulsion courte des spectres de 100 nanomètres. Et si on utilise un cristal non linéaire, donc typiquement ZNTE, GAP, GASE, en fait, par effet non linéaire, on va faire la différence de fréquence entre les composantes spectrales contenues dans l'impulsion elle-même. Et cette différence de fréquence se situe dans le terahertz et ça permet de générer un rayonnement terahertz avec une relation de la polarisation d'ordre 2 qui est assez connue. Après, en fonction du choix du cristal, de son épaisseur, ça va conduire à des accords de phase entre la vitesse de l'onde terahertz et la vitesse de groupe des ondes optiques qui vont être différents et qui vont nous permettre de choisir quel domaine de fréquence on veut étudier ou on va avoir disponible dans notre système de mesure, mais aussi l'amplitude du signal disponible. Souvent, il y a des compromis. Et si on veut aller encore plus loin en fréquence, plusieurs dizaines de terahertz, on peut aussi utiliser deux impulsions laser différentes mais très proches en longueur d'onde et faire la différence de fréquence entre deux impulsions différentes. Et là, on atteint le domaine de fréquence moyenne infrarouge. Donc, je vous ai présenté deux émetteurs principaux. Je vais vous présenter deux autres détecteurs. Bon, il faut savoir qu'il y en a plein d'autres, mais peut-être moins répandus que ceux-là. Donc, j'ai choisi les deux détecteurs qui sont un petit peu l'analogie des émetteurs dont j'ai parlé. Donc, le premier, c'est l'antenne photoconductrice. On prend exactement le même dispositif, mais maintenant, on ne va pas appliquer de champ électrique, de tension, VDS, il n'y aura pas de champ électrique statique dans la structure. Et donc, on va éclairer l'échantillon avec une impulsion femtoseconde, créer les porteurs libres. Et là, dans ce cas-là, c'est le champ terahertz incident qui va accélérer les porteurs et donner lieu à un courant qu'on va mesurer avec un ampèremètre. Et ce courant, il se trouve qu'il est proportionnel au champ électrique terahertz. De la même manière, on va utiliser un cristal non linéaire. Et là, on va exploiter l'effet électro-optique, l'effet Pockels, qui en fait se traduit par le fait que les indices de réfraction vont être modifiés par la présence d'un champ électrique dans le cristal. On va avoir une biréfringence induite par le champ électrique dans le cristal. Et si on vient avec une impulsion optique, ici en rouge, de polarisation connue, lorsqu'elle va passer le cristal électro-optique en présence du champ terahertz, sa polarisation va être modifiée. Et si on utilise des éléments polarisants, on va transcrire cette variation de polarisation en variation d'intensité. Et avec un système de photodiode, on va pouvoir mesurer le signal du champ électrique terahertz présent dans le cristal.
Donc, je vous ai présenté là la détection, l'émission. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur la résolution spectrale. Comment on arrive à avoir des résolutions aussi courtes que quelques femtosecondes. Bon, on utilise un principe qui est très connu, je pense, dans la communauté optique, qui est l'approche pompe-sonde, qui va nous permettre de faire un échantillonnage en temps équivalent. Donc, en fait, l'idée, c'est que pour une certaine position de la ligne Artar, entre la pompe et la sonde, on va avoir l'impulsion de sonde dans le cristal électro-optique qui va venir sonder un certain moment du profil temporel du champ terahertz. On va pouvoir accumuler pendant longtemps, avoir un bon rapport signal sur bruit, et puis après, on va déplacer la ligne Artar pour se déplacer dans le temps, avec un temps équivalent, et pouvoir reconstruire le profil temporel de l'impulsion terahertz tout en ayant fait des longues acquisitions, et ça permet d'avoir une bonne dynamique pour la mesure. Donc là, on obtient du coup le profil temporel du champ électrique, et si on fait la transformée de Fourier, on a directement accès en une seule mesure à l'amplitude et à la phase du champ électrique. Alors aujourd'hui, il existe des systèmes commerciaux de la spectroscopie terrestre dans le domaine temporel, donc ça vous montre à quel point la technologie a progressé. Vous pouvez en acheter chez Coherent, chez Menlo, chez Thorlabs. Chaque produit a ses caractéristiques avec des différentes bandes passantes, différentes sensibilités. Et si, pour dire quelques mots sur, maintenant qu'il y a tout ça, quel est l'avenir, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux types de systèmes de spectroscopie terrestre dans le domaine temporel. Il y a ceux qui sont basés sur des lasers amplifiés, donc la longueur d'onde est souvent 800 nanomètres. Le taux de répétition est de seulement quelques kilohertz, mais par contre, l'énergie par impulsion est très élevée, 10 millijoules. Et ça permet de générer des champs électriques terahertz extrêmement intenses, de 10 mégavolts par centimètre, et donc de venir sonder, par exemple, des processus non linéaires dans la matière. Mais comme le taux de répétition est bas, on ne va pas pouvoir faire beaucoup le temps d'acquisition, le nombre d'impulsions qu'on pourra acquérir par position de la ligne Artar sera faible, et donc on aura un rapport signal sur bruit relativement faible. L'autre famille de systèmes sont basés sur des oscillateurs ultra rapides à 800 nanomètres ou des lasers à fibre d'opérbium à 1500 nanomètres, qui ont l'intérêt d'avoir un taux de répétition très élevé, la dizaine de mégahertz, mais des énergies par impulsion nettement plus faibles. Donc avec ça, on peut avoir des très forts rapports signal sur bruit, mais par contre, le champ terahertz rayonné, lui, est beaucoup plus faible. Et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est un petit peu toute la dynamique qu'il y a aujourd'hui autour de la recherche pour faire évoluer ces systèmes, c'est l'avènement des lasers à fibre dopés ytterbium, qui sont en fait des lasers assez intermédiaires, donc leur taux de répétition est 100 kHz, donc c'est intermédiaire entre les deux régimes. Ils sont à 1030 nanomètres et ils ont une énergie par impulsion de 0,1 millijoules. Et donc l'idée, c'est dans ce régime intermédiaire de taux de répétition, on espère pouvoir associer des champs électriques intenses pour regarder les effets non linéaires avec un rapport signal sur bruit qui est aussi significatif. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux récents, donc notamment le groupe de Clara Sarrazeno qui a montré la génération terahertz en utilisant des lasers ytterbium commerciaux dans des cristaux organiques, parce que toute la difficulté, c'est de trouver des émetteurs qui sont compatibles avec la longueur d'onde qui est maintenant 1030 nanomètres, alors que toutes les autres solutions étaient plutôt ou à 800 nanomètres ou à 1550 nanomètres. Donc là, ils ont montré des nouveaux cristaux, des cristaux organiques qui sont très efficaces. Ils ont montré de la rectification optique dans une niobate de lithium qui doit des bonnes caractéristiques. Et nous, au sein de notre groupe, on a montré aussi qu'en utilisant des cristaux de GAP et de GASE, on était capable de générer des champs relativement intenses de 150 kV par centimètre dans des grandes bandes passantes à partir de ce laser ytterbium. Et on a pu aussi récemment montrer qu'on peut même utiliser les antennes photoconductrices qui sont disponibles dans le commerce à 800 nanomètres en exploitant l'absorption par les niveaux de défaut
vu que dans ce cas-là, l'énergie des photons est plus petite que la bande interdite, mais en fait, on va exploiter la queue d'Urbach qui existe dans ces matériaux en présence de défauts. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu cet outil de mesure, je voudrais l'appliquer à des cas un petit peu plus concrets. Donc la question c'est, on va regarder comment on peut caractériser les propriétés optiques d'un matériau dans la gamme de fréquences terahertz en utilisant cette technique. Donc on va placer un échantillon sur le trajet du faisceau terahertz, en l'occurrence souvent on essaye qu'il soit focalisé, puisque déjà les tailles de faisceaux sont assez grandes. Et donc, par exemple, on va avoir un substrat de référence et un substrat sur, là, dans cet exemple, c'est des nanophiles qui sont déposés. On va faire deux mesures, une pour la référence, une pour l'échantillon. Et ben, on obtient deux formes de profils temporels, comme on voit ici. Donc, on voit qu'après passage dans l'échantillon, l'impulsion est atténuée, ce qui traduit un effet d'absorption. Et aussi, elle est décalée dans le temps, ce qui traduit un effet d'indice. Si on fait la transformée de Fourier, on a le spectre en amplitude et en phase. Et on peut faire le rapport pour obtenir la transmittance complexe en une seule mesure de l'échantillon. On peut aussi avoir des schémas en réflexion, on aura accès à la réflectance complexe. Une fois qu'on a cette grandeur, on va essayer d'aller plus loin pour la relier aux paramètres physiques du matériau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrire la propagation des impulsions dans les différents milieux. Donc, ici, pour la référence, c'est à travers le substrat. Ici, c'est le substrat plus l'échantillon qui est déposé sur le substrat. Donc, on a vraiment c'est une description assez classique avec les coefficients de Fresnel pour les interfaces, des termes de phase pour la propagation dans le milieu et des termes Fabry-Perot puisque les impulsions peuvent faire plusieurs allers-retours dans les matériaux. À partir de ces deux expressions, on va faire le rapport, on a la transmittance complexe et on se rend compte que dans de nombreuses situations, on peut vraiment simplifier le rapport de ces deux expressions. Par exemple, je donne un exemple ici, si le substrat est très épais, ce qu'on fait, c'est que pendant la mesure, on va faire un fenêtrage temporel pour prendre que la première impulsion, et donc toutes les autres impulsions liées à l'effet Fabry-Perot vont disparaître, et on va annuler les termes Fabry-Perot dans le substrat. Si par exemple l'échantillon est épais, c'est pareil, on peut aussi faire du fenêtrage temporel et éliminer le terme Fabry-Perot dans l'échantillon. Et du coup, on voit qu'on a une expression relativement simple qui relie la transmittance complexe, dont on a les données, avec l'indice de réfraction complexe du matériau. Souvent, l'indice du substrat est réel et connu. Et donc, on voit qu'en une seule mesure, on a accès à la partie réelle et la partie imaginaire de l'indice de réfraction, ou de la permittivité ou de la conductivité, ça dépend juste comment on l'exprime. Et ça, c'est vraiment une spécificité de cette technique de mesure, puisque habituellement, en optique, par exemple dans les FTIR, comme c'est une mesure en intensité, pour avoir les deux parties, les parties réelles et imaginaires, on fait appel à Kramers chronique, on est obligé de faire une mesure en transmission ou en réflexion. Et là, en une seule mesure, on a accès aux deux paramètres. Alors, on a cet indice de réfraction complexe ou cette permittivité. Maintenant, on va avoir recours à des modèles physiques pour un peu décrire les interactions qui se passent au niveau de l'échantillon. Donc, il y a plusieurs types de modèles. J'en ai sélectionné d'abord un modèle classique très, très utilisé. C'est le modèle Drude-Lorentz, où ce qu'on va regarder, c'est le déplacement des électrons sous l'effet du champ terahertz incident. Donc, on a vu, il y a deux types d'électrons. Il y a les électrons libres, qui se déplacent donc librement, et les électrons liés qui sont attachés au noyau avec une force de type force de rappel d'un ressort. Et donc, on va exprimer le déplacement du nuage électronique ou des électrons sous l'effet du champ avec un terme d'accélération, un terme d'amortissement puisque les électrons vont subir des collisions dans leur environnement. La force de rappel avec la fréquence propre pour les électrons liés au noyau et donc le champ électrique local vu par les électrons qui est dans le cas le plus simple le champ électrique terahertz incident. À partir de ça, si on va dans le domaine de Fourier, on a l'expression du déplacement des électrons sous l'effet du champ et ce déplacement crée un moment dipolaire
qui va donner lieu à une polarisation par unité de volume qui s'exprime simplement comme n fois la charge fois ce déplacement des électrons. Et cette polarisation par unité de volume est aussi proportionnelle à la permittivité complexe du milieu. Et donc, on va pouvoir exprimer la permittivité complexe du milieu en fonction du champ électrique. Alors, prenons un exemple. Si on n'a que des électrons liés, ce qui est le cas, par exemple, des isolants, des diélectriques, donc on a cette expression pour la permittivité complexe qui n'est autre que le modèle de Lorentz, qui suit en fait un oscillateur harmonique amorti avec une fréquence propre oméga 0 et une fréquence plasma ici qui dépend du nombre d'atomes dans le matériau. Si on n'a que des électrons libres, la force de rappel est nulle, et donc on a cette expression-là, c'est le modèle de Drude, et la fréquence plasma, là, va être proportionnelle au nombre d'électrons par unité de volume. Et après, on a recours à en fait un modèle généralisé qui prend en compte les électrons libres, les électrons liés et toutes les sources de résonance qui peuvent exister dans le matériau, comme par exemple les résonances phonons. Donc là, c'est la permittivité qui est exprimée, mais évidemment, à partir de là, on peut déduire ou l'indice de réfraction ou la conductivité. Alors, une illustration de cette démarche pour extraire des paramètres physiques de mesure de transmittance dans les matériaux. Donc ici, on a une couche de graphène sur un substrat, on envoie une onde terahertz à travers, donc on mesure ce fameux transitoire qui est atténué par l'absorption du graphène légèrement déphasé, ou pas d'ailleurs, et on exprime la transmittance complexe en fonction de la conductivité de la couche de graphène, et on va tracer la conductivité qu'on a mesurée, donc la partie réelle et la partie imaginaire en rouge, et on va essayer d'ajuster ces courbes expérimentales avec le modèle de Drude, qui fait appel à sigma dc et à tau, et donc qui vont être fixés par l'ajustement. Et en fait, sigma dc et tau vont nous donner accès à la mobilité et à la concentration de porteurs présents dans les couches de graphène. Et on voit que si on déplace après la sonde, l'envoi de l'impulsion terahertz sur la surface, on peut faire un mapping du dopage sur des grandes couches, vous voyez les dimensions ici, de graphène obtenues par CVD, et la mobilité, sans avoir eu, d'une manière extrêmement non invasive. Habituellement, pour accéder au dopage ou à la mobilité, on place des électrodes, on fait des mesures 4 pointes, on fait des mesures de Hall, alors que là, donc c'est une mesure sans contact et qui donne des informations très importantes pour le contrôle des semi-conducteurs en électronique. Et donc là, c'est un exemple sur les propriétés électroniques des couches, mais on peut aussi utiliser cette spectroscopie pour faire des mesures d'épaisseur en regardant le décalage de l'impulsion à travers les matériaux, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les systèmes de spectroscopie terrestre dans le domaine temporel sont aussi déployés dans l'industrie. J'étais assez étonnée quand j'ai vu ça d'ailleurs, mais il y a des sociétés vraiment de contrôle, donc avec des champs d'application divers et variés, là, qui vendent des térascopes, des systèmes de spectroscopie terrestre dans le domaine temporel, là, avec un bras, là, comme dans les systèmes industriels. Alors évidemment, on peut aussi utiliser cette manip pour la recherche, j'avoue que je suis aussi animée par ça. Et alors donc dans cet exemple-là, on va structurer le graphène en disques, disques de la dizaine à la centaine de nanomètres. Et quand on va mesurer donc à partir de la transmittance, on va exprimer l'absorbance de ce matériau-là, on va voir des résonances très marquées qui se décalent en fonction du diamètre du disque. Alors, pour relier cette mesure donc, de la transmittance complexe aux paramètres de l'échantillon, on va utiliser le modèle de Drude, on est dans le graphène, les électrons sont libres, mais dans ce cas-là, le champ électrique local, ça ne va plus être uniquement
le champ terahertz incident, il va falloir aussi prendre en compte le champ induit par le déplacement des charges au bord du nanodisque et qui va donc modifier l'expression du champ local et donner une conductivité complexe qui a maintenant la forme aussi d'un oscillateur harmonique amorti avec la fréquence propre qui est maintenant la fréquence plasmon et qui dépend du diamètre du disque. Donc on voit qu'avec ces mesures, avec des modèles derrière, on peut vraiment extraire des paramètres physiques intéressants. Il y a aussi une étude récente qui a été faite dans le groupe sur des TMD groupe 10 où poser la question de savoir, donc dans ces matériaux, les premières couches, le matériau est semi-isolant, à partir d'un certain nombre de couches, il est semi-métallique et il y avait une controverse du nombre d'épaisseurs qui fait passer du régime semi-conducteur au régime semi-métal. Et donc en mettant donc conjointement avec des mesures d'optique et de la modélisation, et en faisant des mesures de spectroscopie dans le domaine temporel, ils ont étudié la conductivité et on voit qu'à partir d'un certain nombre de couches, elle augmente significativement puisqu'elle est dans un régime plus semi-métal. Et ça a permis de définir, par exemple, dans le PTSE2, le nombre de couches. On passe d'un régime semi-conducteur à un régime semi-métallique. Alors, ici, j'ai un autre exemple qui est un exemple qu'on a développé aussi dans l'équipe, qui est basé sur un modèle plutôt quantique pour interpréter les données. Donc, nous, on étudie les nanocristaux de HGTE en collaboration avec Emmanuel Lillier de l'INSP, où en fait, au départ de l'activité, ce qui était montré, c'est que ces nanocristaux qui sont ils sont commercialisés dans le visible pour faire des écrans, dans le moyen infrarouge pour faire de la détection. Quand on augmente leur taille, leur pic d'absorption se décale vers les grandes longueurs d'onde. Et arrivé à une certaine taille, il y a même un pic d'absorption intrabande qui existe, qui se situe dans le terahertz et qui existe puisque les nanocristaux sont autodopés. Il y avait une question un peu fondamentale qui se posait au début de ces travaux. Est-ce que cette absorption intrabande est liée à des transitions multiples à un électron entre les états confinés de la boîte, ou est-ce que c'est une réponse collective d'un grand nombre de porteurs? Donc, on a utilisé la spectroscopie terrestre dans le domaine temporel. Donc, on voit les courbes quand elles sont passées à travers l'échantillon, les spectres. À partir de ça, on extrait la partie réelle et la partie imaginaire de l'indice. Et on passe à une partie modélisation pour avoir plus accès aux grandeurs physiques. Donc on a développé un modèle assez simple d'une particule dans une boîte en utilisant une masse effective pour les porteurs. On a ajouté un ingrédient qui est rarement, qu'on considère rarement en optique, qui est la distribution Fermi-Dirac des porteurs, puisque une spécificité du domaine terahertz, c'est que les échelles d'énergie entre les photons et l'énergie thermique sont très proches. Par exemple, si on est à l'ambiante, le KT vaut 6 terahertz, et donc on a des échelles d'énergie proches. Donc voilà, on a fait une description de l'absorption dans ces nanocristaux, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais en fait, qui prend en compte, donc on voit là ici l'expression de la permittivité, qui prend en compte la distribution Fermi-Dirac des porteurs sur les différents niveaux discrets de la boîte quantique en AGTE et les différences d'énergie. Et à partir de ça, ah oui, et on a voulu quand même compléter notre courbe de spectroscopie terrestre dans le domaine temporel qui est ici, l'absorption en bleu, par une mesure FTIR plus moyenne infrarouge pour avoir l'ensemble de la courbe disponible. Et on a donc ajusté notre modèle ici en rouge au point expérimental en bleu. Et on a trouvé un très bon accord entre notre modèle et les mesures pour un potentiel chimique de 35 milliélectronvolts, un certain élargissement de 10 milliélectronvolts. Et donc, on voit que la confrontation entre les mesures et le modèle, déjà nous permet de montrer que finalement l'absorption qu'on observe est entièrement décrite par des transitions intrabandes de porteurs uniques entre les niveaux quantifiés de la boîte.
On extrait également des paramètres physiques qui sont importants, comme le potentiel chimique, l'élargissement. Et puis, par exemple, on avait cette intuition que cette large résonance était due au fait que les nanocristaux sont très inhomogènes. Et en fait, le modèle montre que la contribution principale à l'élargissement, c'est la distribution de porteurs Fermi-Dirac qui fait qu'il y a un nombre assez élevé de transitions à un électron qui est possible. Donc voilà, c'est pour montrer l'intérêt d'avoir cette confrontation. Puis avec le modèle, évidemment, on peut prédire l'évolution de l'absorption en fonction des différents paramètres comme la taille des nanocristaux. Donc maintenant que je vous ai montré un petit peu, j'espère vous avoir convaincu que la spectroscopie terrestre dans le domaine temporel est très pertinente pour la recherche et les applications, je vais vous présenter une technique qui dérive directement de la spectroscopie terrestre dans le domaine temporel, qui est la spectroscopie d'émission. Et donc l'idée ici, elle est extrêmement simple, c'est qu'au lieu d'avoir un émetteur connu, comme une antenne ou un cristal, on va mettre le matériau qu'on veut étudier. Et on va l'exciter avec des impulsions optiques femtosecondes et détecter le rayonnement émis par ce matériau. Alors, on ne pourrait pas croire comme ça, mais en fait, il y a un nombre très élevé de processus physiques qui peuvent être à l'origine d'un transitoire de courant de surface très rapide. Donc, on les voit ici, ils sont listés. Il y a énormément de publications, parce que évidemment, qui montrent des effets. Comment ce type d'effet peut générer du terahertz et comment l'étudier permet d'avoir accès à des effets physiques assez fins qui existent dans les matériaux. Donc, moi, l'idée, c'était de vous en montrer un des exemples qu'on a réalisé au sein du groupe. Donc, en fait, on a utilisé un matériau du graphène multicouche et on l'a excité avec des impulsions optiques avec un certain angle d'incidence. On a vu une émission terahertz, on fait la transformée de Fourier, on voit le spectre, et on s'est posé la question, quelle est l'origine physique de cette émission? Donc la première chose qu'on a fait varier, c'est la puissance des impulsions optiques incidentes sur le graphène, et on a vu que le champ électrique terahertz rayonné était proportionnel au carré de l'onde optique, et donc que c'est un effet non linéaire d'ordre 2 qui avait lieu dans le graphène. Alors, ce résultat, il peut paraître assez contre-intuitif puisque le graphène est un matériau centrosymétrique et donc, a priori, les non-linéarités du deuxième ordre sont nulles. Et donc, pour aller un peu plus loin et comprendre ce qu'on a fait, on a commencé à faire des mesures, on a fait varier l'angle d'incidence. On voit par exemple que pour deux angles d'incidence opposés, on a une polarité inverse entre le champ terahertz rayonné. On a observé qu'à incidence normale, il n'y a pas d'émission. Et si on fait varier continuellement l'angle d'incidence, on voit que l'amplitude du champ est d'autant plus élevée que l'angle d'incidence est élevé, et ça pointe vraiment du doigt que l'émission va dépendre de la projection du vecteur d'onde des photons dans le plan de la couche de graphène. Et donc, ce type d'effet, qui est donc un entraînement par les vecteurs d'onde du photon, c'est un effet de type photon-drag. Et donc, on a développé en collaboration avec Robson Ferreira et le groupe de Robson Ferreira toute une théorie pour essayer de décrire microscopiquement ce qui se passait au niveau des courants dans la couche de graphène quand ils étaient excités optiquement. Donc, on a introduit des paramètres d'amortissement phénoménologique et on a pu exprimer le courant non linéaire d'ordre 2 dans ce matériau. Donc, évidemment, je ne rentre pas dans les détails. Et on a pu reproduire avec la théorie l'ensemble des résultats expérimentaux. Donc, ici en bleu, les expériences, ici la théorie. Là, les expériences où on regarde la polarisation du rayonnement émis en fonction de l'incidence, l'ensemble des caractéristiques observées expérimentalement ont pu être reproduites par le modèle. Et du coup, ce modèle nous a apporté des éclairages assez intéressants. Donc déjà, l'existence d'un effet photon-drag dans le graphène. Et on a pu aussi montrer que pour que on obtienne un courant qui soit non nul au deuxième ordre, dans la description, on ne peut pas s'arrêter
à considérer juste une description au premier voisin, puisque là, il y a une symétrie entre la relation de dispersion des électrons et des trous qui annule tout effet de courant net. Et il a fallu introduire un effet de couplage au second voisin pour qu'il y ait une brisure de la symétrie électron-trou dans le graphène, qui est seulement de quelques pourcents, et pouvoir expliquer le rayonnement qu'on voit. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que finalement, ce rayonnement nous permet de sonder des très petits effets comme cette dissymétrie électron-trou de seulement 2% dans le graphène aux énergies d'intérêt. Elle nous a aussi permis de quantifier ces déphasages, ces gamma, donc on a pu montrer qu'ils étaient de l'ordre de 200 femtosecondes. C'est le temps de déphasage des électrons juste après leur création. Et on a aussi montré que finalement, en analysant ce signal terahertz rayonné, on peut accéder à l'ensemble de la symétrie du matériau. Alors, il y a une autre activité dont je vous ai parlé qui est très en vogue et qui a été mis à jour grâce à la spectroscopie d'émission, qui est donc les émetteurs spintroniques terahertz, où en fait, on vient exciter avec une impulsion femtoseconde une hétérostructure d'un matériau ferromagnétique et d'un matériau non ferromagnétique, d'un métal fin. Donc, on va d'abord créer un courant de spin, des spins majoritaires, des spins minoritaires qui vont rejoindre l'interface. Et à partir de certains effets comme l'effet de Hall de spin inverse, il va y avoir une conversion du courant de spin en courant de charge qui va se déplacer dans des directions opposées et créer le rayonnement terahertz. Alors donc cet exemple évidemment montre qu'avec l'analyse du rayonnement terahertz, on va pouvoir rentrer dans la description microscopique fine de nombreux effets. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de publications sur le sujet en ce moment. Et sur l'aspect plus application, plus pour les applications, il se trouve que ce sont aussi des émetteurs terahertz très efficaces. Ils sont très large bande, ça peut aller jusqu'à 30 terahertz. Ils n'ont pas de résonance phonon d'absorption dans le matériau qui sont des résonances dont on souhaiterait s'affranchir dans les matériaux conventionnels. On peut les exciter avec une gamme de longueur d'onde très vaste. Et la preuve étant qu'il y a une société qui aujourd'hui déjà vend des émetteurs spintroniques qu'on peut acheter pour faire des expériences, pour générer des impulsions terahertz. Alors, le dernier schéma expérimental qui décline aussi naturellement de la spectroscopie terrestre dans le domaine temporel, c'est la pompe optique sonde terahertz. Et là, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici, à ce niveau-là, sur le trajet, mettons, de la sonde, en l'occurrence, un beam splitter qui va donc garder l'impulsion pour venir sonder le terahertz, mais une partie va venir exciter l'échantillon. Et donc là, l'idée, c'est de tirer profit du fait qu'on est avec des impulsions depuis le début. Et donc, on va pouvoir faire des expériences vraiment de pompe optique sonde terahertz et mesurer la dynamique de tous ces effets un petit peu microscopiques dont je vous ai parlé. Alors, deux exemples brièvement. Nous, on avait justement regardé dans les nanocristaux dont je vous ai présenté tout à l'heure la dynamique des porteurs hors d'équilibre, en faisant des expériences de pompe-sonde et montrer que le temps de vie des porteurs hors d'équilibre dans ces nanocristaux, il augmentait avec l'affluence de la pompe, ce qui montrait que les porteurs n'étaient pas dans un régime gouverné par les effets Auger, qui eux ont tendance, donc les effets Auger, donc c'est des interactions électron-électron, qui ont la particularité d'avoir un temps qui diminue avec l'affluence optique. Et donc c'était une deuxième confirmation qu'on était dans un régime de transition multiple à un électron et pas d'effet collectif de type placement. Après, il y a beaucoup d'études aussi très récentes qui sont faites sur, par exemple, les perovskites, où ils ont pu montrer que quand on passe d'un perovskite 3D à un perovskite 2D, type puits quantique, on va pouvoir réduire significativement la durée des porteurs libres et ouvrir la voie à des applications qui sont plutôt rapides dans ces matériaux-là. Alors, s'il me reste 5 minutes,
je voulais faire une prospective quand même, au-delà de tout ça. Donc, c'était l'idée que, bon, je vous ai montré que la technologie terahertz, même si elle est un peu en retrait, un peu moins développée que l'optique et l'électronique, elle est quand même très déployée. Il y a énormément de systèmes commerciaux, donc on peut dire qu'elle est relativement mature aujourd'hui. Et par contre, si maintenant on s'intéresse aux technologies quantiques, en fait, on peut voir que dans le domaine des micro-ondes voisins, il y a l'exemple caractéristique, c'est les qubits supraconducteurs, qui sont extrêmement développés, avec une technologie très très avancée aujourd'hui. Dans le domaine de l'optique, par exemple, il y a la cryptographie quantique, avec même des liaisons satellites aujourd'hui, pareil, très développées, et que finalement aujourd'hui, ce gap dont on a longtemps parlé pour le terahertz est devenu plutôt un gap quantique. La technologie terahertz quantique est vraiment à ses débuts de manière assez extrême, alors que finalement, il y a beaucoup d'intérêt à utiliser le domaine de fréquence terahertz pour les technologies quantiques. Alors là, j'en liste 4. Bon, pour la cryptographie quantique, l'intérêt du terahertz, c'est que les ondes terahertz sont beaucoup moins sensibles à toute forme de perturbation du climat. S'il y a de la poussière, s'il y a de l'humidité, le terahertz va être beaucoup moins atténué, mais quand je dis beaucoup moins, c'est plusieurs ordres de grandeur seront moins atténués que les ondes optiques, donc ça peut être intéressant de faire de la cryptographie quantique avec une porteuse dans le terahertz. Pour réaliser des qubits, l'intérêt du terahertz, c'est que la température de fonctionnement sera d'autant plus élevée que la fréquence est plus élevée. Donc, on peut, du coup, s'affranchir des systèmes à dilution 100 millikelvin qui sont extrêmement encombrants et qui, en fait, empêchent d'avoir beaucoup de qubits mis ensemble. Et en plus, comme c'est dans le terahertz, la vitesse de contrôle des qubits pourra être plus élevée. Il y a aussi le fait qu'il y a de nombreuses molécules qui ont des résonances de vibrations dans le terahertz, et on sait que les qubits moléculaires ont plein d'intérêt, notamment pour le calcul quantique avec des interactions à longue distance. Et comme je vous ai dit, les photons terahertz passent à travers de nombreux milieux, de nombreux matériaux. Donc, pour de l'imagerie, c'est très intéressant. Et on peut essayer d'utiliser donc les limites, la détection quantique dans ces systèmes-là, le quantum sensing, comme on a vu hier pour les ondes gravitationnelles. Donc, abaisser les limites de bruit en allant dans le régime quantique. Alors, il y a eu par exemple des travaux qui ont été réalisés en utilisant la spectroscopie terrestre dans le domaine temporel pour mesurer par exemple des fluctuations quantiques du vide, où en fait ils ont placé le cristal électro-optique à très basse température. Ils ont pu faire des mesures de champ électrique, l'amplitude et la phase, et montrer donc de la détection quantique du vide avec une mesure des deux quadratures du champ simultanément. Nous, au sein du groupe, on développe aussi des activités, soit sur les boîtes quantiques, soit sur les combes dans les lasers à cascade quantique, pour aller accompagner le développement des technologies quantiques dans le terahertz, et d'ailleurs bientôt prochainement aussi d'autres qubits ferromagnétiques. Voilà. Donc, je voudrais finir en vous présentant l'équipe. Donc, dans l'équipe nanoterahertz, donc il y a diverses activités. Là, je vous en ai présenté quelques-unes, mais elles sont assez larges. Il y a des étudiants dont un grand nombre qui ont participé aux travaux dont je vous ai parlé, qu'on a pu faire au labo. Et les permanents, donc il y a Suki Dillon, Jérôme Tignon, Luyane de Volcher, Yves Gulner qui est émérite, et on a le plaisir d'accueillir très prochainement côté Grisman, qui va travailler aussi sur le terahertz et les technologies quantiques terahertz. Je vais finir par une petite dernière phrase pour dire que donc, la technologie, les activités dans le domaine terahertz sont très bien représentées en France. Donc il y a eu un GDR qui a existé pendant longtemps. Là, il va repartir sûrement, mais il y a une petite transition pour le renouveler. Il y a au moins 30 groupes qui travaillent dans le terahertz en France.
Dans le GDR, il y avait plus de 300 participants, il y a eu des nombreux workshops, des écoles, et du coup, voilà, ça reste un domaine de fréquence qui a une belle activité en France, et d'ailleurs, les 2 prochains orateurs pourront se joindre à ce constat. Voilà, merci. Merci beaucoup, Juliette, c'est très bien exposé. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour la présentation. J'avais une question au niveau des sources terrestres. Un seul photon, quantique, est-ce que c'est ça? Les sources terrestres, oui. Un seul photon pour quantique. Alors, donc il y a depuis récemment alors, ce n'est pas des sources quantiques à un seul photon, c'est plus utiliser des états intriqués pour faire de la mesure, utiliser l'optique pour avoir des informations sur des photons terahertz qui sont intriqués avec les photons optiques. Donc là, pour le coup, on peut bénéficier des photons uniques dans le domaine de l'optique. Mais sinon, il y a donc, nous, une des activités qu'on a et commence à émerger, c'est par exemple des systèmes à 2 niveaux, type boîte quantique dans le graphène, pour faire des émetteurs de photons uniques. Mais voilà, il n'y a pas. La réponse à la question, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. À ma connaissance, bien sûr. Merci pour le bel exposé, ça va démarrer. Merci pour le bel exposé. J'avais une question, pareil, toujours sur la partie quantique. Donc, par exemple, il y a beaucoup de travaux en quantique pour faire de la transduction, convertir un qubit ou entre micro-ondes et optique, par exemple. Est-ce qu'il y a la même chose en terahertz? Est-ce qu'il y a moyen de convertir de l'optique vers le terahertz et inversement, de manière cohérente? Je réfléchis à ce qu'il y a, donc il n'y a pas tellement ça, non, à ma connaissance. Donc il y a dans le domaine classique, hein, beaucoup, même pour les communications, mais pas dans le domaine terahertz. Non. Donc le seul exemple vraiment qu'il y a, c'est des effets d'intrication, des cristaux non linéaires. Mais ce n'est pas de la conversion comme on peut l'avoir dans le domaine micro-ondes optiques. Non. En fait, il y a très très peu de travaux dans le quantique, dans le terahertz. C'est assez étonnant à quel point c'est pas mature du tout, quoi. Tout est à faire. Merci Juliette. Est-ce que tu penses que tu pourrais commenter sur l'intérêt de sources terahertz continues, cohérentes ou de fréquences courtes en terahertz? L'intérêt notamment pour la spectroscopie ou le quantique, faire le montage par rapport à ce qui se fait dans l'optique en termes de fonction de l'onde électromagnétique. Oui, alors évidemment, c'est tout un aspect dont je n'ai pas parlé. Donc, le continu, ça. Alors, en plus, il y a plusieurs continus, mais alors le continu par photomélange, l'intérêt, il est évident, c'est que la résolution spectrale, elle sera nettement meilleure, parce que là, on est vraiment très limité. Donc, pour moi, c'est très complémentaire, c'est pas l'une est meilleure que l'autre, mais dès qu'on veut résoudre spectralement, on a envie de continu, et puis dès qu'on va avoir accès à de la dynamique ou des champs forts, on va prendre plus de l'impulsionnel. Voilà, pour les aspects fréquency-combe, c'est pareil, hein, le fréquency-combe va permettre d'avoir de la spectroscopie très très résolue, très très sensible, et pour les technologies quantiques, c'est une des rares voies qui est assez prometteuse. Donc c'est que comme le fréquency-combe dans les lasers à cascade quantique, c'est basé sur un effet non linéaire de type qui mélange à 4 ondes, là il y a vraiment des possibilités d'avoir de la corrélation entre les combes et donc de faire du quantum sensing avec ces caractéristiques-là. Je pense que parmi les prochains travaux quantiques terahertz, il y aura sûrement des démonstrations de cette nature-là. Dans ce cas-là, on va remercier Juliette encore une fois. Merci.